langage très intéressant dans la mesure où il va vous permettre de comprendre les bases de tout langage de programmation. Donc le C, c'est la base. Donc si vous comprenez bien ce langage, vous n'aurez pas de difficulté à comprendre d'autres langages tels que le Python, le C++, et autres langages, n'est-ce pas? Et avant de commencer, donc nous allons ce qu'on appelle le traitement de l'information, où nous avons les catégories d'informations qui sont les données, les résultats, les informations intermédiaires. C'est-à-dire, donc l'objectif de ce langage est de faire quoi? Le traitement de ces données là, le traitement des résultats ou bien des informations intermédiaires. Donc avant de commencer un langage, il faut tout d'abord savoir ce qui est les identifiants. C'est-à-dire un identificateur. C'est quoi un identificateur? C'est donc une suite de caractères qui commence par une lettre, mais il peut contenir aussi des chiffres, des tirés de 8, mais il ne peut pas aussi commencer par un chiffre, il faut comprendre. Et aussi les caractères accentués, c'est-à-dire le E apostrophe, etc., sont interdits dans ce langage-là, tout comme le dièse, les blancs et d'autres comme étant type majuscule, est différent de cette même variable déclarée avec minuscule, n'est-ce pas? Donc le C permet de faire cette distinction-là. Nous avons aussi les types de variables. Nous avons les entiers qui permettent de spécifier les entiers, de type int en fait qui spécifie les entiers, le type float qui spécifie les réels, le char, c'est-à-dire donc un caractère. Nous avons aussi la notion de booléen. On dit quoi? Le booléen n'existe pas. Une valeur non nulle est considérée vraie, c'est-à-dire une valeur différente de 0 est considérée comme vraie. Une valeur nulle ou 0 est traitée comme false. Est-ce que vous voyez? Aussi la notion de chaîne de caractères n'existe pas. On utilise des tableaux de caractères. Une variable est une information dont la valeur peut changer au cours de l'exécution du programme. C'est-à-dire donc, si je déclare ma variable et je lui associe une valeur, cette valeur-là peut changer au cours de chiffre. Nous avons aussi int a, b. Ensuite, le chiffre, c'est toujours qui termine par un point virgule. Donc, si on a une liste de variables, les variables sont séparées par des virgules. Et nous avons le type d'abord, suivi de la liste des variables. Et point virgule pour dire la fin de la déclaration de ces variables-là. On peut initialiser aussi une variable lors de sa déclaration. N'est-ce pas? On dit int a égale à 0. Donc, au départ, a prend la valeur 0. Virgule b égale à 10. Au départ, v prend la valeur 10, etc. Et pour les commentaires en C, on dit en C, le commentaire commence toujours par slash étoile et se termine par un étoile slash. Donc tout le contenu qui est entre ces deux portions-là est considéré comme un commentaire en C. Donc je peux faire un commentaire sur plusieurs lignes. Est-ce que vous voyez? Donc l'essentiel est que le début soit slash étoile et la fin soit étoile slash. Donc tout ce qui est contenu à l'intérieur est considéré comme un commentaire. Et pour la notion d'affectation, on dit quoi? En utilisant l'opérateur égal, donc je prends ma variable égale une valeur et point virgule à la fin. On voit maintenant la nouvelle valeur de âge. Est-ce que vous voyez? Et là on dit âge égale à 0. Donc tous les deux variables a et âge ont la valeur 0. Donc la variable située du côté gauche du signe égal représente un contenant, l'endroit où sera donc déposée la valeur, n'est-ce pas? Et alors que la variable du côté droit représente la valeur contenue dans la variable. Est-ce que vous voyez? Donc il y a la notion de value, clé value. Est-ce que vous voyez? Valeur, contenant, valeur. Est-ce que vous voyez? Voilà. Pour les affectations élargies, permet de simplifier donc certaines affectations. On déclare a égale a plus 5. C'est équivalent à dire a plus égale à 5. N'est-ce pas? Et b égale b fois 3, b égale b fois 3. Donc b au départ, b avait une valeur, on dit b fois équivalent b fois égale à 3. Ouais. Donc comme on dit a divisé par 3, c'est équivalent aussi a div égale 3, ainsi de suite. Voilà. Pour les conversions implicites à l'affectation, donc si on affecte un int, un entier à un float, c'est-à-dire on affecte un entier à un float, c'est-à-dire on dit a, on déclare a une, donc la conversion de la valeur en float, pas de décimale. Vous voyez? Donc un float à un int maintenant, a est déclaré de type float, on lui donne une valeur int, valeur est tronquée, seule la partie entière est conservée. Vous voyez? Donc si on a un char, c'est-à-dire un caractère est considéré comme un entier
sur un octet, c'est-à-dire un code par rapport au code ASCII. Et donc si on dit char égale à lettre et on donne lettre égale à la valeur 67, ça équivaut à dire quoi? Ça équivaut à dire donc lettre reçoit la valeur qui correspond à 67 au niveau du code ASCII. Est-ce que vous voyez? Donc ce caractère là qui correspond à 67 est égal au caractère C majuscule. Nous avons les opérateurs arithmétiques qui sont l'addition, la soustraction, la multiplication, division et le modulo. Modulo qui veut dire donc le reste d'une division entre deux valeurs entières, n'est-ce pas? Les opérandes sont entières, alors le résultat sera en entier. Si au moins une des deux opérandes est en réel, le résultat sera en réel. C'est bon? Donc on dit un caractère dans une expression est considéré pas. Donc pour l'incrémentation, on a la notion de post-incrémentation et la notion de pré-incrémentation. Post-incrémentation, c'est-à-dire donc le plus est après la variable. C'est-à-dire donc le nombre ici, on dit nombre plus est égal à donc nombre équivaut à nombre égale nombre plus 1. Donc lorsque le plus est placé après son opérande, celle-ci sera donc incrémentée après son utilisation dans une instruction. C'est-à-dire donc si je déclare i égale 0 et j'utilise la boucle while et je dis i++, donc le i++ sera incrémenté après l'exécution de l'instruction qui est au niveau de la boucle while. Et pour la pré-incrémentation, c'est l'opération inverse. Donc le i++ est exécuté avant l'utilisation dans une instruction. Et pour la post-décrémentation, c'est le même principe. On a post-décrémentation et pré-décrémentation. Là, c'est moins, nombre, moins, donc équivaut à nombre égale nombre moins 1. Et moins, nombre aussi, c'est le même principe que l'autre. Toujours, c'est exécuté avant et l'autre, c'est après. Les opérateurs relationnels, nous avons égal deux fois, égal. Différent, son symbole comme vous voyez est différent de inférieur ou égal à, supérieur à et supérieur ou égal à. Le résultat d'une opération relationnelle donc est 1 en entier si la relation est vraie, 0 si la relation est fausse. Nous avons aussi le contraire ou le non. Nous avons le et logique et le ou logique avec deux pipes. Donc toujours le résultat d'une opération logique est 1 si c'est vrai, 0 si non. Pour les priorités des opérateurs, toujours nous avons les parenthèses qui est tout l'air, donc toute l'expression qui est entre parenthèses est prioritaire. Nous avons moins et différent qui sont des opérateurs unaires, ainsi de suite. Donc dans le cas où les opérateurs ont la même priorité, l'expression est évaluée de gauche à droite, n'est-ce pas? Donc ça qui est dit. Pour une constante aussi là en C, donc la notion de constante est très importante en C et qui permet de faciliter un lourd travail. C'est-à-dire donc pour cela la déclaration, deux façons de déclarer une constante AC avec le dièse define indicateur suivi de valeur. C'est l'exemple, on a le dièse define TPS espace 0,07. Donc ce qui permet cet indicateur là, c'est quoi? TPS, donc le programme va chercher tous les variables TPS au niveau de votre programme et remplacer par la valeur 0,01. C'est ce qui fait un peu l'avantage de pouvoir de façon manuelle le 0,07 au niveau de tout votre programme. Donc si vous avez un programme de 1000 lignes de code, donc ça devient compliqué de vouloir modifier cette valeur 0,07. Mais si vous déclarez de type constant, il suffit juste de modifier sur une ligne et c'est au programme de charger de faire la modification de tous les variables qui sont de type TPS dans votre programme. Nous avons aussi d'autres déclarations const type identificateur égal à valeur, const float TPS égale 0,07 aussi. Donc c'est l'affectation ne peut se faire qu'à la pour un const. Nous avons les fonctions printf. Printf a un format respecté. Il permet donc d'afficher des informations. N'est-ce pas? Printf, son format, la syntaxe est la suivante. Printf, format et liste des valeurs à afficher. Point virgule à la fin. Donc le format contient donc le message à afficher avec les codes de format. C'est-à-dire donc si je veux afficher, donnez votre nom. Donc je dis printf, donnez votre nom avec un code de format. Donc, il va essayer donc avec le code de format que nous avons, le pourcentage D qui permet donc de spécifier un entier, de repérer un entier, pourcentage F, un float par défaut, affichage sur 6 décimales. Nous avons un pourcentage C, un caractère, et ainsi de pourcentage pour une chaîne de caractères. Nous avons aussi toujours la notion de gabarit. On peut toujours jouer sur
On peut toujours jouer sur les notions de code pour faire quoi? Pour spécifier le nombre de caractères que nous voulons afficher après la virgule ou bien le nombre affiché sur notre message. Donc, par exemple, nous avons exemple pourcentage 6,2f, un réel à 2 décimales. La valeur de la seconde décimale sera arrondie au besoin, n'est-ce pas? Nous avons ici pourcentage 4D, un entier affiché sur au moins 4 caractères, ainsi de suite. Scanf maintenant, après avoir affiché, il faut pouvoir lire la valeur et l'information saisie. Donc si je demande à la personne printf, donnez votre nom, scanf, maintenant il faut récupérer la valeur que la personne a saisie. Il faut pouvoir lire. C'est la méthode scanf avec un format liste des adresses. L'adresse, il va récupérer l'adresse de la variable à lire. Donc les codes, nous allons revenir sur la notion d'adresse dans les tutos à venir en principe. Donc les codes de format sont les mêmes que scanf, que printf. Exemple de scanf, on dit quoi? Pourcentage d espace pourcentage f, l'adresse un entier c'est une variable, mais on prend l'adresse de cette variable, et un float c'est une variable, on prend son adresse. Donc en cas d'incompatibilité entre le format et la valeur lue, scanf s'interrompt et certaines des variables auront conservé leurs anciennes valeurs. Donc si un nombre insuffisant de valeurs est tapé au clavier, scanf attend que toutes les valeurs soient saisies ou bien de rencontrer donc une erreur avant de s'arrêter. Nous avons la syntaxe d'instruction de contrôle if else. La syntaxe c'est quoi? If condition, nous avons une instruction à exécuter. Else, nous avons une instruction aussi à exécuter. Nous pouvons avoir aussi la notion de if else imbriqué. C'est ça qui fait l'objet de l'autre avec le switch. Donc la condition est une expression dont la valeur, si elle est non nulle, est considérée comme vraie. Si elle est non nulle, puisqu'on a dit une valeur non nulle est considérée comme vraie, une valeur nulle est considérée comme zéro, comme nul, comme vrai, comme non vrai, fausse en fait. Dans le cas, l'instruction 1 est exécutée, sinon l'instruction. Donc si condition évolue à vrai, l'instruction 1 est exécutée. Sinon, c'est l'instruction 2 qui est exécutée maintenant. Donc le else est facultatif. Parce que si vous avez juste une instruction qui est toujours évaluée à vrai, c'est pas l'appel de mettre votre else, n'est-ce pas? Et toujours pour les instructions simples, l'expression habituellement sur une ligne se termine par un point virgule. Exemple, total égale prix plus taxe, point virgule. L'instruction structurée maintenant, structure de contrôle comme if else, switch ou une boucle. Pour l'instruction de contrôle switch, cas particulier du if lorsque l'on teste plusieurs valeurs entières ou caractères qui sont mutuellement exclusifs, c'est-à-dire donc si on devait utiliser un if else imbriqué, mieux vaut utiliser un case, un switch case. Donc switch un chiffre, case si le chiffre égale 1, on exécute cette instruction et on met un break pour quitter. Case et l'instruction est égale à 2, case est égal à 2, on exécute cette instruction break. Default maintenant, c'est l'autre instruction qui sera exécutée. Si ce n'est pas dans les deux cas précités, c'est l'instruction default qui est exécutée. Pour l'instruction switch, un chiffre est une valeur entière au caractère. Le case sert à indiquer le point d'entrée dans le switch à cette valeur. À partir du point d'entrée, toutes les instructions suivantes sont exécutées jusqu'à l'occurrence d'un break ou à la fin du switch. Le default donc est facultatif toujours. S'il est présent, c'est le point d'entrée de toutes les valeurs qui ne sont pas spécifiées dans un case. Est-ce que vous voyez donc la valeur d'un case ne peut être un intervalle. C'est bon. Donc là, on a toujours l'instruction de contrôle boucle qu'on appelle do while. La syntaxe de do while, c'est quoi? Faire tant qu'en principe. Do while, sa syntaxe c'est quoi? Do, une instruction, while, condition. Là, qu'est-ce qui est spécifié à ce niveau-là? On dit que l'instruction peut être simple, structurée ou en bloc. Mais si la condition est vraie, l'instruction de la boucle est réexécutée. Est-ce que vous voyez donc? Dès l'instant que je viens en premier lieu, j'exécute l'instruction. Quelle que soit la condition, j'exécute l'instruction. Et maintenant, si je vérifie l'instruction est vraie, il faut encore exécuter l'instruction. Donc l'instruction est exécutée au moins une fois. Vous voyez? Donc l'instruction sera exécutée au moins une fois. Donc toujours pour la boucle while. La syntaxe c'est while, condition, instruction. Ici c'est un peu différent de do while. Donc l'instruction peut être simple, structurée ou en bloc. Donc si une condition est vraie, l'instruction de la boucle est exécutée.
Donc la condition est évaluée au début de la boucle. Est-ce que vous voyez? Donc il est possible que l'instruction de la boucle ne soit jamais exécutée. Parce que là, avant d'entrer en instruction, il faut vérifier d'abord la condition. Alors que pour le do while, on exécute avant et on vient pour vérifier la condition. Donc pour le for, on dit quoi? Donc la syntaxe du for, on dit for expression 1, expression 2, expression 3, on donne une instruction. Donc là on dit quoi? L'instruction peut être simple, structurée ou en bloc. Et expression 1, que signifie expression 1? Utilisation avant la première instruction, c'est-à-dire je dis quoi? For i égale à 0, i inférieur à n, i plus plus par exemple. Ça c'est une instruction de boucle de contrôle, de boucle for. Donc expression 2 ici indique, c'est la condition qui est évaluée avant chaque itération. C'est-à-dire, donc, si je dis i égale à 0, i inférieur à n, donc à chaque fois que i prend à 0, i plus plus là-bas, donc je vais vérifier si i est inférieur à n. Si c'est oui, je n'exécute pas l'instruction. Sinon, maintenant, on continue notre instruction. Donc, en d'autres termes, on peut dire l'expression 2 permet de terminer la boucle for. Donc, expression 3, c'est une instruction effectuée à la fin de chaque itération. Donc, incrémentation ou décrémentation. La notion d'incrémentation, décrémentation, on l'a vu précédemment. Donc, soit on met i plus plus ou bien on décrémente notre i. Est-ce que vous voyez? Ok, donc c'est ça l'objet du premier tuto sur le langage C. Pour la suite, nous allons revenir sur les parties, à savoir la notion d'adressage, la notion de pointeur, de tableau, etc. Donc, je vous invite à vous abonner davantage sur la chaîne, car les tutos restent à venir. Merci.